Vrai ou faux, en chirurgie cardiaque, tu peux littéralement arrêter un cœur, le réparer, puis le refaire repartir. Vrai. Vrai ou faux, tu as déjà un moment de panique pendant une opération. Vrai. Plus. Plein. Vrai ou faux, tu as déjà participé à une grève où on change complètement le cœur d'un patient. Vrai, mais on peut toujours que changer complètement le cœur d'un patient Ouais, quand on c'est ce fait que une je viens de greffe, me mais rendre j'ai compte. même fait des greffes cœur-poumon où on changeait et le cœur et les poumons en même temps. Ouais. Vrai ou faux, quitter la chirurgie pour la médecine du travail, c'est passer d'un métier de vie ou de mort à un métier plus tranquille. Vrai. Vrai ou faux, les médecins du travail ne soignent pas vraiment, ils font juste de la paperasse. C'est vrai dans le sens qu'on n'a pas le droit de soigner les gens, on n'a pas le droit de prescrire de médicaments. Là, c'est clairement, surtout au Luxembourg, c'est très clairement expliqué. Donc, on ne peut pas soigner les gens. Par contre, non, on fait beaucoup plus de choses que juste de la paperasse. Vrai ou faux, au Luxembourg, c'est plus simple de bosser qu'en France. Non, je crois pas. Ni l'un ni l'autre. Vrai ou faux, tu as déjà eu des salariés qui faisaient semblant d'être malades. Vrai, mais c'est très rare. Vrai ou faux, tu as aussi eu des gens qui s'effondraient dans ton bureau parce que leur travail les détruisait. Vrai. Vrai ou faux, tu dois parfois dire à quelqu'un, tu ne peux plus exercer ce métier. Vrai. Euh, En fait, tu peux toujours exercer ce métier, mais en fait, en c'est changeant des extrême. choses. Oui, en fait, c'est pas trop les demandes. En fait, les gens, ils savent, encore une fois, les gens savent quand ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient, hein. Mm. Quand la maladie te limite, tu le sais. Quand à chaque fois que tu lèves le bras, t'as mal, tu le sais. Donc, moi, je suis pas vraiment là pour dire il peut pas. Je suis là pour trouver une solution. Et pour finir, vrai ou faux, aujourd'hui, tu te sens plus utile qu'à l'époque où tu opérais des cœurs. Non, c'est pas vrai. Mais tu Je, te sens quand même je me sens utile. utile, mais je me sens pas plus utile. Je dis plus utile. D'accord. Je me sens quand même utile, c'est plutôt ça. Non, j'avais peur, c'est une vraie question. Quand je suis partie de la chirurgie cardiaque, je me suis dit, ouais, c'est bon, je serai plus jamais utile. J'avais dit même à mon mari en pleurant, c'est fini, je serai plus jamais utile. Et non, je le suis encore, ça me rassure, mais je peux pas dire que je le suis plus qu'en chirurgie cardiaque. Non, c'est pas vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Les Frontaliers Luxembourg. Aujourd'hui, j'accueille une personne, donc Anne-Lorraine. Bonjour Anne-Lorraine. Bonjour Mariam. Donc elle va nous raconter un peu son histoire. Elle a été chirurgienne cardiaque en France, aujourd'hui médecine du travail au Luxembourg. Et donc je rentre dans le vif du sujet. Toi, tu as commencé en chirurgie cardiaque. Tu avais littéralement des vies entre les mains. Ouais. Comment on passe de ça à la médecine du travail au Luxembourg en plus? Je suis née dans la région, j'ai toujours, je connaissais le Luxembourg depuis toute petite, qui avait cette image de un peu pays des miracles où on pouvait aller bien gagner sa vie, mais moi j'étais vraiment formatée hôpital public. J'ai fait énormément de centres de chirurgie cardiaque en France et aussi à l'étranger. Je voulais vraiment construire ma carrière. Enfin, à l'époque en France, j'ai fait une partie de mes études à Strasbourg, à Tours. Je suis allée à Paris, à Marseille. Enfin, voilà, j'ai pas mal bougé. Et en fait, une fois que je suis devenue, on va dire, ce qu'on appelle praticien hospitalier, je me suis aperçue qu'en fait, tous les inconvénients que je subissais en chirurgie cardiaque depuis des années, malgré mon statut maintenant de praticien, donc voilà, de médecin, on va dire, plus senior, continuaient à être présents. Et j'ai subi, vraiment subi, la crise Covid où j'ai énormément travaillé parce qu'à ce moment-là, je travaillais à Mercy, à Metz. On était un hôpital Covid. Il y a eu le décès de ma mamie, il y a eu plusieurs choses dans ma famille qui m'ont fait réaliser qu'en fait, bien que j'adorais ce métier, il était plus aligné, on va dire, avec mes priorités qui étaient principalement ma famille. Et j'avais aussi un désir de troisième enfant. Enfin voilà, beaucoup d'autres choses personnelles qui ont fait que à ce moment-là, ça pouvait plus fonctionner pour moi en chirurgie cardiaque. Et si je te croise dans la rue et que je te demande tu fais quoi dans la vie, maintenant tu réponds quoi? Que je suis médecin. Et qu'est-ce
Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que tu t'attendais à faire ce métier un jour? De médecine du travail? Oui. Non, pas du tout. En fait, en fait, alors là, c'est encore une question assez personnelle. En fait, j'avais ça va sans doute paraître très bizarre pour les gens. Si tu veux, moi, j'avais, depuis toute petite, eu l'envie d'être docteur. Aussi dans mon adolescence, j'ai perdu un membre de ma famille, assez jeune, heu, d'une pathologie, qui aurait pu être traitée chirurgicalement. Heu, voilà, il y a eu un retard de soins, enfin bref, elle est décédée et je m'étais toujours dit: «Voilà, moi, je serai ce médecin, ce chirurgien qui aurait pu sauver sa vie». Donc bah, voilà, je suis allée jusqu'au bout, hein, je suis devenue chirurgien cardiaque. Hem, mais je l'ai fait, je pense, dans les yeux d'un enfant avec des attentes qui étaient irréalistes. J'étais quelqu'un qui avait, énormément de mal à prendre du recul. Donc je vivais, toutes les situations, de façon très, très personnelle avec mes patients. Certains avaient même mon numéro de téléphone privé. Enfin ouais, c'était vraiment j'arrivais pas à couper jamais en fait et je pense que j'avais cette idée qu'il fallait être extrêmement, présent, extrêmement disponible, enfin vraiment dans presque une notion de sacrifice quand on faisait ce métier-là. Et d'ailleurs, j'en voulais parfois un peu à mes collègues qui, eux, avaient pas cette notion-là. Parce que pour moi, c'était, voilà, nous, on sait sauver des vies, on doit être tout le temps présent. Donc, que tu sois en vacances, que tu sois ceci, cela, pas d'astreinte. Moi, j'étais pendue à mon téléphone, prête à débouler à l'hôpital à n'importe quel moment. Et en fait, ça en devenait invivable. Et donc, j'avais pas le recul, à mon avis, à ce moment-là, pour changer ma perception des choses, tu vois, pour apprendre justement à prendre plus de recul par rapport à mon métier. Et littéralement, je pense il me mangeait de l'intérieur, quoi. Je passais ma vie à l'hôpital, je passais mais ma bande passante mentale à réfléchir à mes patients, etc. Mes enfants connaissaient le prénom de mes patients, quoi. C'était voilà, il y a quelques fois, je les ai dû les lâcher littéralement dans les urgences en disant maman va sauver une vie, je reviens. Et bon, à 5 ans, je pense que c'est compliqué quand tu es enfant de comprendre ça. Et j'ai vu que ça commençait quand même à avoir aussi de l'impact dans ma vie personnelle. Et donc, c'est comme ça que je suis passée, que j'ai voulu changer de métier. Et alors, pourquoi la médecine du travail? Un concours de circonstances. Je, j'ai rencontré une jeune femme, une jeune médecin qui m'a dit, moi, je fais ça, c'est trop bien, etc. Elle m'a présenté le métier. Je me suis dit, oh, ça a l'air tranquille. En plus, alors j'ai quand même dû refaire quelques études. J'ai dû refaire 2 années de formation, mais c'était pas extrêmement intense enfin, par rapport à tout ce que j'avais fait en chirurgie cardiaque. Donc au final, ça se goupillait assez facilement. Il y a énormément de demandes. Franchement, j'ai envoyé un CV, j'ai tout de suite été prise. Et après, on est venu me chercher. Donc, je pense que ça a été la reconversion la plus rapide de l'histoire. J'ai envoyé un CV, on m'a dit oui, j'ai pris. Enfin, c'était à peu près ça. Dans la santé en général, il y a Voilà. beaucoup de... Pas en chirurgie cardiaque. Hein. La chirurgie cardiaque, non, la chirurgie cardiaque, c'est un milieu extrêmement conservateur, extrêmement dur de rentrer dedans. Les places sont très chères. Mais on n'est pas en manque de Non, chirurgiens? non, non. De cardiaque. Non. En fait, c'est surtout que les personnes d'un certain âge, je pense, ont du mal à partir. C'est des métiers, ils l'ont fait. C'est un métier, mais c'est aussi un statut social. C'est compliqué. Enfin, c'est renoncer à la chirurgie cardiaque. Alors moi, j'ai jamais fait ce métier par ego, mais je sais que pour beaucoup de mes collègues plus âgés, c'était vraiment difficile. Ils avaient du mal à partir. Et donc, ils s'accrochent. Donc, tu restes longtemps un petit peu on va dire, dans la cour du Seigneur, qui est le chirurgien, le professeur du service. C'est un univers très, très complexe que les gens s'imaginent pas du tout en fait. Et voilà. Et donc, ouais, ça me convenait plus, tout simplement. C'était pas vraiment aligné à ce que. En fait, il me manquait quelque chose de fondamental. Il me manquait la liberté. Et moi, j'ai vraiment une valeur très importante, liberté, famille, et elles n'étaient pas du tout respectées dans mon choix de la chirurgie cardiaque, en tout cas comme moi je l'exerçais. Et à quoi ça ressemble une vraie opération du cœur? C'est quoi les étapes, la tension dans la salle, les moments où tout peut basculer? T'étais pas stressée aussi? Ah, c'est extrêmement stressant comme métier. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, la grosse différence, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques parce que bon, franchement, c'est compliqué, mais la grosse différence, c'est que par rapport aux autres chirurgies,
On va dire, voilà, on reste des chirurgiens. Alors ça, c'est encore, je veux pas fâcher les autres chirurgiens qui font aussi un métier très important et aussi stressant, mais pas comme la chirurgie cardiaque. Parce que, en fait, avant de devenir chirurgien cardiaque, tu fais beaucoup d'autres chirurgies. Moi, notamment, j'avais longtemps hésité avec la neurochirurgie. Donc, j'ai fait quand même de la neurochirurgie, j'ai fait de l'ORL, j'ai fait un peu de chirurgie orthopédique, je suis passée un peu en vasculaire, enfin, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait beaucoup de chirurgie aussi infantile parce que je faisais beaucoup les enfants. Ça, c'était vraiment un truc que j'aimais bien. Donc en fait, la grosse différence, c'est que quand tu arrêtes un cœur, parce qu'en chirurgie cardiaque, on est amené à arrêter le cœur, alors pas toujours, mais dans beaucoup de cas, après tu travailles contre la montre. Plus bien qu'il soit protégé, le cœur, qu'on ait une machine sur laquelle circule ton sang, qui remplace, on va dire, le cœur, qui assure la circulation et l'oxygénation du sang pendant que le cœur est arrêté, on sait que plus le cœur est arrêté longtemps, plus ça va être compliqué de le refaire repartir. Et donc, on a quand même cette notion de pression du temps. Il faut opérer bien, mais il faut opérer vite. Alors, pas vite bâclé, mais vite dans le sens, il faut quand même pas... Voilà, faut avancer. Et ça, c'est la grosse différence avec d'autres chirurgies où finalement, je vais pas dire tu prends ton temps, mais t'as pas cette notion de devoir te dire mince, là, il y a 1 heure qui est passée. Après 2 heures, ça devient déjà très compliqué. Quand on arrête plus de 4 heures, en général, c'est fini. Donc il faut quand même, voilà, il y a cette notion de temps qui est vraiment pas négligeable. Et ça qui rajoute déjà du stress à une situation qui, en soi, est stressante. Mais c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. Le stress du bloc, ça s'apprend. Okay. Voilà, je pense qu'il faut avoir un certain... Je pense que voilà, déjà de nature, tout le monde ne devient pas chirurgien. C'est pas qu'une question de compétence, c'est une question de personnalité. Mais ça s'apprend. Après, là, je parle pas de l'urgence, hein, je parle des chirurgies, voilà, électives, comme on dit, qui sont programmées. Et est-ce que tu te souviens de ton premier cœur ouvert? Pas vraiment. En fait, non. Est-ce que je me souviens de ma toute... Je me souviens... En fait, au début, quand tu es interne, tu es beaucoup laide. Par contre, je me souviens exactement de mes sensations la première fois que j'ai fait moi-même un pontage, la première fois que j'ai moi-même ouvert un sternum, on commence par ça, la première fois que j'ai moi-même incisé une peau, enfin, ça, c'est mes premières fois. À moi, ça, je m'en souviens. Je me souviens de la première fois que j'ai vu une chirurgie où déjà, en fait, ce qui est le plus impressionnant, c'est pas le cœur ouvert. Ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir c'est qu'une fois que le thorax est ouvert, tu vois le cœur battre devant toi. Ça, c'est hyper impressionnant. Je me souviens aussi de la première greffe, où ça, c'est encore un autre truc. Une fois que tu n'as plus de cœur dedans, l'espace vide, c'est aussi très impressionnant. Ça fait bizarre. Quand tu portes le cœur dans tes mains... C'est lourd? Non. Non, c'est pas lourd. C'est une question. Est-ce que tu as déjà participé à une greffe de cœur? Ah oui, plein. Et comment ça se passe concrètement? Alors, il faut que tu sois un peu plus précise. Donc, la personne, elle a besoin d'un cœur. Oui. Donc, alors, ok, alors on va partir de là. Donc, si quelqu'un a besoin, donc en général, tu dois être en insuffisance cardiaque terminale pour avoir besoin, et un âge pas trop avancé. On a quand même là encore une limite d'âge. En général, passer 60, ça devient très difficile. Il y a quelques exceptions, mais globalement... Il y a une limite d'âge parce qu'on se dit que il y a des personnes plus jeunes qui ont... Non, je pense que c'est une question... Non, c'est aussi une question de complications. C'est quand même une chirurgie très lourde. Hein, donc... Et derrière, une fois que tu es greffé, tu as quand même beaucoup de médicaments anti-rejet à prendre. C'est des traitements très lourds. Okay. Donc il faut quand même entre guillemets, des corps vaillants pour pouvoir supporter ça. Et en fait, ce qui se passe, donc tu es inscrit sur une liste qui est nationale, et petit à petit, on propose, en fait, donc le premier de la liste, on lui propose en premier un cœur. Après, il y a des histoires de compatibilité, donc voilà, si t'es pas compatible, ça va au deuxième, au troisième. Il y a des problèmes pour le cœur, c'est une histoire de compatibilité immunitaire, mais aussi de taille. Ah, même la taille? Bah oui, par exemple, je pourrais pas te mettre un cœur de monsieur de 120 kilos qui fait 2 mètres. C'est trop grand. Ah, désolée, mais ça me paraît bête, mais je pensais que la taille du cœur, peu importe... Non, la taille du cœur est proportionnelle à globalement ta taille.
Et c'est encore dans ce sens-là, ça marche un peu mieux. Ce qui serait plus problématique, c'est d'avoir ton cœur chez quelqu'un Ah oui. qui fait 2 mètres et 1,80 m. Là, on va avoir des soucis. Ah, ok, d'accord. Ouais, la taille est aussi importante. Ensuite, on a ce qu'on appelle les super urgences. Donc ça, c'est des gens parce qu'ils sont vraiment très très mal, genre littéralement en train de mourir. Il faut les greffer dans les 48 heures. Eux, ils passent au-dessus de la liste, ils passent en premier. Donc il y a comme ça des situations dans lesquelles les gens... Et l'opération dure passent. à peu près combien de temps? L'opération. Alors, l'opération, ça dépend des circonstances. En moyenne. 8 heures, je dirais. Ah ouais, Mais quand alors, même. il faut bien que tu comprennes. En fait, une opération du cœur, une greffe, donc il y a un opérateur qui va être avec le patient et on a un autre qui va aller chercher le cœur. Moi, par exemple, j'ai beaucoup pris l'avion pour aller chercher des cœurs. Je suis allée partout dans la France, en avion, en hélicoptère, la nuit, escortée par la police, parce qu'en fait, le cœur, c'est l'organe le plus fragile. Une fois qu'on a arrêté la circulation, c'est ce que je t'ai dit, c'est vraiment l'organe le plus fragile. Tu as 4 heures pour qu'il soit remis en circulation dans le patient. Donc imagine, donc moi par exemple, j'ai fait beaucoup de greffes cardiaques quand j'étais à Strasbourg, c'est un gros centre de greffe cardiaque. Je partais à Toulon, donc c'est loin, ou à Marseille. Donc tu pars en avion, tu arrives là-bas, tu es transporté à l'hôpital, en général en taxi. Tu arrives chez donc, la personne qui a décidé de donner ses organes parce que malheureusement elle est en mort cérébrale. Donc heureusement qu'il y a des gens qui le font. J'en profite pour dire que le don d'organes, c'est hyper important. Est-ce que le don d'organes, c'est automatique? Non. Par exemple, là, si je décède, est-ce que je Alors dois, normalement, dire que je veux ou automatiquement? Normalement, tu dois dire maintenant que tu veux pas. Ah, donc si je dis rien, c'est bon. Ah non, même pas, même ça. Non, en fait, il faut t'imaginer. En général, les décès pour les gens qui vont pouvoir donner des organes, c'est des décès brutaux. C'est pas après une longue maladie, ça arrive un petit peu de nulle part. Hein. Enfin, c'est brutal. Parce que quelqu'un qui est en fin de cancer, on peut pas prendre ses organes. Voilà. Donc, c'est un décès en général plutôt de quelqu'un de jeune, qui donc est inattendu. Donc si l'entourage proche dit non, il est hors de question, c'est très très dur, même si la loi l'autorise, de dire ouais mais il n'a pas exactement dit ou il s'est pas enregistré dans le registre pour dire non, donc on prend quand même. Ah, d'accord. Donc, Donc, même si je veux, après, et si que ma tu famille veux dit que tu en as non, discuté avec normalement, la famille elle est quand même censée respecter ta ok. volonté. Donc, moi, par exemple, tout le monde sait autour de moi que s'il arrive un truc, je veux pouvoir donner mes organes. Je suis sûre que ma famille dira oui. Ok. Mais c'est souvent des discussions qu'on n'a pas. Mhm. Et quand dans certaines communautés religieuses, il y a certains tabous, donc voilà, il faut en discuter. Mais imagine je sais pas moi, ton gamin de 17 ans qui meurt d'un accident de mobilette. Si tu viens pour quelques raisons, t'es opposé au don d'organes, déjà que tu perds ton fils, tu vas peut-être, enfin, il y a quand même un respect un petit peu de la famille. Bon, c'est très compliqué, ça c'est des décisions. Souvent les gens aussi d'abord disent non, puis changent d'avis. Ça voilà, mais ça c'est jamais moi qui ai eu cette discussion. Moi je suis toujours en aval de ça. Ok, Et donc en fait, tu arrives sur place, tu regardes l'état du cœur, et là tu donnes le go au chirurgien qui est avec le patient pour dire ok, le cœur est bon, on prend, et lui commence la chirurgie. ok. Donc c'est complexe, hein, ça demande beaucoup de moyens, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir le faire. Et est-ce que tu as déjà vécu une crise cardiaque en plein bloc? Alors, ouais, c'est compliqué. Alors, ce que j'ai déjà... Oui, alors, en plein bloc, c'est-à-dire que j'ai déjà été au bloc, par exemple, avec des urgences qu'on appelle la dissection aortique, où littéralement, la personne s'est arrêtée devant moi. Oui, ça, oui. Et la personne est décédée? Les dissections aortiques, c'est compliqué comme chirurgie. D'accord. Il y a des fois... Alors, en l'occurrence, celui-là, non, on n'est pas décédé. On a pu tout de suite On a eu de la chance. Est-ce que tu as déjà eu des choses surnaturelles? Enfin, surnaturelles entre guillemets, dans le sens... Non, mais dans le sens, parce que moi, je regarde beaucoup les choses
je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est IMI ou des choses comme ça. La personne, son cœur s'arrête et quand son cœur revient, elle dit des choses qui s'est passées lors du bloc qu'elle n'aurait pas pu savoir. Non, Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là? Ok, non. d'accord. Mais après, nous, ils dorment, hein, les gens. Ils sont anesthésiés quand même, hein. Ils sont pas... C'est pas des Oui, mais eux, expériences de mort imminente, hein. C'est c'était pas... ça, c'est l'expérience de mort imminente. Ouais, non, mais je pense pas que le bloc, ce soit... Ok, d'accord. Ça puisse être pourvoyeur de ce genre... Enfin, bon, pourquoi pas, après tout. Mais non. Ok, d'accord. Non, Non. je demande parce que Non, après, j'ai des gens, par contre, qui ont fait des crises cardiaques, qui ont été réanimés, que moi, je vois après parce qu'il faut les opérer, qui, eux, me disent, c'est toujours, ah, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Enfin, c'est souvent ce genre de choses qu'on entend. Ok, Mm. ok. Et est-ce que tu te rappelles du jour où tu as su que tu allais tout arrêter? Enfin, tout arrêter, arrêter la chirurgie cardiaque. Non, mais je me souviens du jour qui m'a... C'est ridicule. C'est pas grave, je vais le dire. Il y a En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 15 août, euh, j'étais à l'hôpital pour aller faire une urgence. Hein, c'était moi d'astreinte, donc j'arrive pour un bloc en urgence. Et je suis pas rentrée sur le parking de l'hôpital parce qu'on m'avait enlevé ma place de parking. Et ça paraît tout bête, mais ça m'a vraiment beaucoup énervée. Ça m'a beaucoup énervée parce que, déjà, c'est une urgence, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut bien que je me gare. Mais c'est des places attitrées? Enfin, tu pouvais pas rentrer dans une autre place? Non, enfin, il y avait différents parkings et Oui. mon parking, le parking où je me garais comme tous les autres collègues de mon service, je n'y avais plus accès. Ah, d'accord. Et bon, ça a été un peu un élément pour moi révélateur de beaucoup de choses de ce qui se passait à l'hôpital. Et après, j'en ai bien sûr parlé, etc. Et on m'a dit non, mais il faut que tu... En fait, déjà, on ne nous avait pas communiqué l'info. Donc, c'est les pauvres gens qui travaillaient cette semaine où il n'y avait personne, où tout le monde était en vacances, qui ont compris qu'il y avait un truc qui se passait. C'était une volonté de l'ancienne... Enfin, maintenant, c'est plus elle. Elle est partie, mais celle qui était à la tête à l'époque de l'hôpital. Là encore, gros jeu de privilèges. J'étais la seule pour conclure dans mon service qui n'avait pas de place dans ce fameux parking. Les autres avaient tous une excuse du fait d'un statut X ou Y pour y être quand même. Je trouve que c'est... En fait, je trouve ça fondamentalement irrespectueux. Je suis pas forcément pour une égalité absolue, mais il y a un moment, les excuses un petit peu... voilà. C'était beaucoup de jeux politiques, si tu veux. Même Et dans en les fait, hôpitaux, j'aurais pas c'est cru. extrême. Mais ça... En fait, moi, c'est ça. C'est une des raisons principales de mon départ. C'est un moment, je me disais, mais moi, je suis pas là pour veiller à bien... Ah, je pensais que c'était que dans les entreprises. Non, non, Voilà, non, les- non, non. Même les hôpitaux. Et ouais, le jeu politique, ça a jamais été mon truc. Ça va à l'encontre de ma valeur, justement, de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Donc et là, ça l'a vraiment mis en avant, alors qu'encore une fois, je m'étais vraiment... Enfin, j'avais travaillé, moi, pendant le premier confinement, je travaillais tous les jours. Hein. Je suis allée tous les jours à l'hôpital, samedi, dimanche, à Pâques, etc. Enfin, vraiment, et sans aucun regret. Hein. C'était pas... Mais parce que j'avais besoin d'être sûre que mes patients allaient bien, que les choses se déroulaient bien, etc. Quoi. Mais donc, si tu veux, tu as l'impression de donner, et jamais recevoir. J'ai toujours eu la gratitude de mes patients et je leur dis merci parce que ça fait toujours très plaisir. Mais c'est vrai que quand la hiérarchie te soutient jamais, enfin moi je devais me battre, pour te donner une idée, pour avoir des gants à ma taille. Ouais. Parce que moi j'aime les gants fins. C'est vraiment des histoires. Et oui. Et la pharmacien m'avait dit, oui, mais vous vous rendez compte, docteur, ça fait quand même une ligne de plus sur mon inventaire des choses. Non, mais d'accord, mais enfin, j'opère quand même des trucs complexes, comme disait un de mes collègues. Nous, on fait de la haute couture, donc s'il te plaît, donne-moi mes gants, qui coûtaient, c'était rien d'extraordinaire en plus. Hein, c'était juste en plus, c'était une taille intermédiaire, c'était même pas une taille extraordinaire, mais voilà, personne l'avait dans cette épaisseur. Enfin, d'autres avaient les mêmes gants, mais à d'autres tailles. Voilà, bref. Ok.
Oui, oui, non, j'avais mais pas cru. Dans un autre ouais, village, non. j'avais pas cru, mais bon. Enfin, si tu je vois. pouvais te, enfin, bref, et puis la crise Covid a mis en avant énormément de malfonctions que je sentais qu'elles étaient là, mais je pense que j'avais jamais vraiment voulu les voir. Et voilà. Et t'as dit quoi à ton équipe? Au revoir. Simple, efficace, rapide. J'ai rien dit. Alors rien de particulier en fait. C'était dur quand même de quitter ça. J'étais incertaine quand même. Enfin, c'est dur. Tu peux pas être sûr de soi tant que tu l'as pas fait en fait. Hein. Un moment, j'avais un peu honte de me dire, parce que je sais très bien dans les yeux de mes collègues que c'était pas de la médecine ce que j'allais faire, que c'était un peu, voilà quoi, un truc. C'est vrai que c'est peut-être pas, c'est pas bien vu la médecine du travail. C'est pas une question de bien vu, mais en fait, comment dire ça de façon polie? Tu peux dire ça de façon polie. Certains, pas tous, hein, c'est toujours pareil. Tu es un peu, comme tu fais un métier quand même d'exception, certains développent un peu de mépris pour les autres. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, je savais qu'à leurs yeux, c'était méprisable ce que j'allais faire. D'ailleurs, ils m'ont dit, mais je comprends pas, pourquoi tu pars, mais tu te rends compte, maintenant que tu es chirurgien, ça se passe bien, tu as des bons résultats, mais personne ne comprenait mon choix. Ils n'ont jamais compris mon choix. Et j'avais beaucoup de mal à de le formuler à l'époque, pourquoi je partais. Donc, je me cachais toujours en disant, oui, à cause de mes enfants. C'est une partie de la raison, mais je pense qu'elle est plus profonde, la raison. C'est que vraiment, il y avait des choses qui n'étaient pas alignées avec comment je voulais être comme personne. Mais ouais, voilà. Et du coup, c'est quoi le plus dur dans une reconversion comme ça? La peur. C'est l'inconnu. Franchement, et tous les gens que je vois maintenant de l'autre côté, quand je suis en médecine du travail ou qui me parlent de leurs difficultés au travail, et quand je leur dis changer, c'est la peur. C'est la peur du changement, c'est la peur de l'inconnu, hein, littéralement. C'est ça qui. T'as pas eu peur de regard des autres, vu que, comme tu as dit là précédemment, sur le fait Alors, que j'avais pas peur du regard des autres lambda. J'étais mal à l'aise. D'ailleurs, j'ai perdu tout contact avec mes anciens collègues du regard de mes collègues chirurgiens cardiaques. Pourquoi? Parce que je les connais. Je sais que pour eux, c'est pathétique ce que je fais, tu vois. Enfin, je vois ce que tu généralise, mais si tu veux, c'est un peu une perte d'honneur quelque part. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent et faire ce qu'on aime. Et même si ce qu'on aime et ce qu'on veut, même si ce qu'on aime et ce qu'on veut, ça n'a pas. Moi j'ai toujours fait des horaires 9h, 17h. Je faisais quelques heures sup de temps en temps, mais j'ai jamais été carriériste. Et dans mon entourage, on me disait souvent. Oui, mais bon, t'es pas carriériste. Mais on me le disait pas d'une manière pour me blesser, mais on me disait ah, tu vas pas toujours finir à 16 heures, faut que tu sois manager, N+2, N+3, enfin, faut que tu montes, quoi. Et je leur dis, mais non, 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 c'est pas ce que je veux, moi je veux être libre. Et mon côté carriériste, je le mets sur le podcast, sur tout ce que je fais à côté. Mais ouais, faut faire ce qu'on aime et pas faire attention à ce que les gens pensent. Moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir, et c'est ce qui a aidé c'est pour ça que j'ai réussi à faire une reconversion aussi rapide, c'est parce que je suis pas très attachée au regard des gens. Mais ça, c'est un très gros facteur limitant. Je le vois tous les jours. Et en plus, à ce moment-là, je gagnais pas particulièrement bien ma vie. J'avais pas particulièrement un train de vie. J'ai toujours eu un train de vie très simple. Donc, j'avais pas non plus de pression financière. Voilà, c'était assez facile. Puis j'avais le soutien de mon mari, donc c'est aussi. Voilà, j'avais quand même beaucoup d'éléments, on va dire, favorables. Et voilà. Et quand tu as posé donc, le premier pied au Luxembourg, tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu t'attendais à rien? J'avais pas. En fait, alors c'était très drôle parce que j'étais déjà allée au Luxembourg, mais comme ça, genre à Rémiche pour voir
faire une croisière avec mes grands-parents quand j'étais petite. Enfin, c'était vraiment des choses touristiques. Mais la première fois que j'y suis allée dans un objectif de travail, j'ai donc rencontré mon précédent employeur. Je suis arrivée et j'étais hyper impressionnée parce que, le lieu, c'était à l'époque à la chambre de commerce. C'est hyper moderne, hyper propre. C'était sympa, quoi. J'avais une place de parking. Et c'est cherry on the cake. Je suis arrivée, je te jure, et là je me suis dit, qu'est-ce que je confonds. Je suis arrivée, donc, cœur de la crise, enfin, on venait de passer le premier ou deuxième confinement, deuxième, je crois qu'on en était, où moi, à Mercy, à Metz, c'était le combat des masques. Au point où, des fois, on en allait piquer dans d'autres services. Enfin, c'était vraiment, ça devenait, je te jure, la guerre des boutons version pour les masques. Vraiment, avec quand même le médecin hygiéniste de l'époque qui m'avait dit « Mais docteur, c'est normal que vous n'ayez pas de masque Covid, vous n'êtes pas un service Covid en chirurgie cardiaque », ce qui est vrai. J'ai dit « D'accord, mais là, on a concrètement 2 patients Covid qui transitent chez nous en attente d'aller dans un autre service, mais il faut bien qu'on aille les voir. Même s'ils restent là que 8-12 heures, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben non, vous n'êtes pas un service Covid. » Non mais c'était vraiment dur, hein. C'était beaucoup de manque de bon sens, quoi. Pour moi, il y avait tellement de manque de bon sens, mais bon, bref, on a fait comme on a pu. Et donc, j'arrive là au Luxembourg, j'ouvre, l'ascenseur s'ouvre, et là, on me tend de la solution hydroalcoolique. Je dis, oh, ils ont de la solution hydroalcoolique à disposition, je te jure. Et là, le gars me tend un masque. J'étais là. Mais je le savais déjà, parce que mon mari, qui est pas du tout médecin, qui est ingénieur, m'avait déjà filé des boîtes de masques qu'il avait reçues par son employeur, alors que lui, il ne travaillait pas. Enfin, il était en télétravail. Je disais, mais comment c'est possible ? Toi, tu as des masques, alors que tu es en télétravail, que tu vois personne. Et je les avais ramenés à l'hôpital. Ouais. Voilà. Et c'est là, je me suis dit, on n'est pas dans les mêmes moyens. Et ça m'a... C'est triste, hein, parce qu'on est un pays développé, hein, normalement. Et puis, ce qui est triste, c'est que c'était vraiment... C'est un peu pathétique de se dire, t'acceptes un job parce qu'on te tend un masque. Hein. Mais c'était presque ça. Ça, et le salaire, c'est l'autre truc pathétique, c'est que en tant que jeune chirurgien, enfin jeune praticien en France, en étant quand même, à l'époque, j'avais environ 2 semaines d'astreinte par semaine, où je me déplaçais beaucoup, je gagnais moins que ce que j'allais être en étant apprenti médecin du travail au Luxembourg. Donc, si tu veux, ça plus le salaire, je me suis dit, ouais, non, c'est bon, je signe où ? C'est sûr. Et c'est dommage. Mais je connaissais pas le métier, je savais pas du tout, j'ai jamais fait. Tu vois, il y a des gens, ils font une journée d'immersion, ils vont voir comment c'est. J'ai pas fait tout ça. Franchement, j'ai pas trop réfléchi parce que je savais que si je me mettais à trop réfléchir, t'allais pas passer à l'action. Exactement, ça allait m'empêcher de. Et bon, là, quand même, ça c'est aussi peut-être de mon métier, mais en chirurgie cardiaque, on a quand même l'habitude de prendre des décisions extrêmement vite. En fait, c'est ça, hein, c'est un métier. Je pense que c'est ça où tout le monde ne peut pas le faire, c'est parce que vraiment, c'est des fractions de secondes et tu prends une décision de vie ou de mort, hein, quelque part, hein, selon le geste que tu vas faire. Donc moi, j'ai toujours eu cette habitude en moi de prendre des décisions extrêmement vite. Donc c'est bon, je m'étais décidée. Voilà. Bon, il ne le savait pas encore, on n'avait même pas fait l'entretien encore. Mais voilà. Donc j'ai changé hyper vite. Au niveau des charges de travail, est-ce que c'est mieux géré au Luxembourg ? Tu parles de quoi là, de charge de travail pour qui ? Pour les gens que je suis, les salariés, ou pour non, pour toi. Pour moi ? Ouais. Non, la charge de travail est plus lourde. Elle est plus lourde ? La charge de travail est plus lourde. On travaille au moins 40 heures. Pour te donner un exemple comparatif en médecine du travail, un médecin du travail en France, il va gérer maximum 5000 salariés. Moi, cet été, j'en ai géré beaucoup plus. Bon, on avait un manque de médecins, mais même, je suis à plus du double en rythme de croisière. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, on travaille. Je vais prendre un autre exemple. J'étais quand même allée me renseigner en France, parce qu'au début, je voulais vraiment pas, j'avais pas d'intérêt. Mon mari travaillait déjà au Luxembourg, donc on avait déjà tout ce qui est allocation familiale, etc. J'avais pas méga intérêt, en plus, on n'habitait pas, à l'époque, on n'avait pas encore déménagé à la frontière, donc on était assez loin. Donc, je n'avais pas vraiment d'intérêt à aller travailler au Luxembourg. Donc, à la base, j'avais envoyé mon CV en France. Et tout de suite, il m'avait recontacté en disant « Oui, bien sûr, on est intéressé, venez nous rencontrer. » Et j'avais été rencontrer le gentil monsieur, très gentil docteur, vraiment rien à dire, mais il me dit « Oui, alors je passe 1 heure par patient, par dossier. » J'étais « 1 heure, mais qu'est-ce que tu fais en 1 heure ?» Oh d'accord, c'est quand même long. Et vous envoyez combien ?
maximum 2-3 par jour. C'est Alors, tout? c'était le Covid, hein, donc Ah oui, ok. normalement, c'est maximum 6 par jour. Moi, pour te donner une idée, j'envoie 9 par demi-journée. Donc, on n'est pas du tout. Et j'étais rentrée, j'avais dit à mon mari, je crois que je peux pas faire la médecine du travail. Il m'a dit pourquoi? Je vais m'ennuyer. Je peux pas. Et en fait, alors l'ironie vraiment de pourquoi, du comment, c'est que j'ai le directeur qui m'a appelé et il me dit alors est-ce que vous êtes intéressé? Je fais ouais, c'est pas mal et tout, pour la France, tu vois. Et je dis ouais, c'est l'activité est quand même pas intense. Et il me dit oui non mais vous en faites pas, c'est parce que c'est le Covid. Après, non, je dis ah ok. Et puis à un moment je lui dis mais pourquoi il y a plus de médecins sur place, tu vois? Il me dit ouais ils partent tous au Luxembourg. Je dis ah bon? Ah, bah, moi, je peux pas parce que je suis pas encore formée. Je lui ai répondu. Il me dit: «Ah bon, vous êtes sûr?» Je fais: «Bah, non» et c'est comme ça qu'en fait, parce que lui un peu m'a suggéré à demi-mot que c'était possible, que j'ai envoyé un CV au Luxembourg et tout de suite mais il m'a appelé le jour même ou le lendemain, tu vois, de recevoir mon CV et tout de suite j'ai fait encore une fois, que 2 entretiens, hein. Ah oui. Non, je suis pas allée chercher très loin, ouais, Et est-ce peut-être que que j'aurais dû, je sais pas. bah non, si tu te sens bien. Oui, après c'est pas mon métier passion non plus. Enfin, j'ai pas du tout la même passion à exercer, la médecine du travail que j'avais en chirurgie cardiaque. En fait, ce qui me manque, c'est même pas la passion parce que je suis quelqu'un de très bavard. J'ai toujours eu même en chirurgie cardiaque, je parlais beaucoup aux gens, j'allais beaucoup les voir. J'adorais expliquer, voilà, ça a toujours Ah, bah été en j'aurais dû moi. tomber sur toi parce que moi, Ouais, j'ai eu des problèmes je sais. de santé. Je sais pas si tu connais, j'ai eu un cavernum. D'accord. Donc c'est une Oui, je sais, malformation. oui, oui. Enfin, Mais pour je tes le dis pas auditeurs, pour, oui. oui, je le dis pas pour Pardon. toi. Donc oui, oui, c'est une malformation. Et du coup, j'étais à l'hôpital Necker. Ouais. Sauf qu'au début, on savait pas que c'était un cavernum. Donc pendant un an, j'avais une boule de sang cervelée. On savait pas C'est dangereux, pourquoi. hein. Et du coup, bah, on m'avait opéré, on m'avait enlevé cette boule de sang, mais après on m'a dit ah bah désolé, c'est pas ce que c'est. Pourquoi t'as la boule de sang? Sauf que la boule de sang est revenue, forcément. Et ouais, non, on m'opérait. Et puis ensuite, tout de suite après, on me disait une phrase et hop, on part. Je comprends que d'un point de vue du patient, ce soit un peu compliqué des fois de manquer d'explications. Moi, j'étais effectivement quelqu'un qui prenait beaucoup de temps, mais sur le coup, au détriment finalement de mon équilibre. Et c'est aussi ce qui a finalement m'a fait arrêter le métier. Donc je pense que voilà, je pense que c'est compliqué. C'est une question compliquée, mais c'est vrai que théoriquement, il faut donner de l'information et prendre le temps qu'elle soit comprise. Et est-ce que tu te sens plus respectée du coup au Luxembourg? Ou tu vois pas de différence? En termes de respect, moi j'ai toujours Ok. non, bah, par mes collègues, par les patients, non, pas trop de différence. C'est plutôt le milieu. Enfin, moi, mon milieu a tellement changé. Au bloc opératoire, c'est quand même extrêmement, surtout en chirurgie cardiaque, c'est quand même encore extrêmement masculin. Voilà, et ça j'ai plus ça, j'ai plus de sexisme comme j'ai pu le vivre avant, mais non, sinon je dirais pas qu'il y a de différence en tout cas. Et est-ce que tu as déjà eu envie de repartir en France? Non. Et est-ce que tu penses qu'il y a un truc que le Luxembourg fait mieux que la France au niveau santé du coup? Bah, oui, enfin, fait mieux. C'est un beaucoup plus petit pays, donc je sais pas si ce serait facile de le mettre à l'échelle de la France, hein, mais c'est sûr que l'accès aux soins est bien meilleur, même si les Luxembourgeois enfin, même si ça a encore été mieux avant au Luxembourg, ça reste quand même bien meilleur qu'en France. Tout ce qui est délai d'attente. Je pense qu'en France, on avait un discours pendant longtemps, on avait un discours assez dénigrant envers les autres médecines. On pensait avoir le meilleur système de santé, on pense avoir les meilleurs médecins. Enfin, on était très fiers, on va dire comme ça, de notre système. Moi, quand j'ai commencé médecine, c'était dans les débuts des années 2000. Ouais, tu étais fier de dire que tu venais de France. C'était le numéro 1 dans les classements en termes de système de santé, d'accès aux soins. C'était vraiment top. Et c'est plus le cas maintenant. Donc voilà. Donc non, je trouve qu'au Luxembourg, pour ça, l'accès aux soins est plus simple. Euh, le, Après, la qualité des soins, je pense qu'au final, elle est pareille.
Ce qui est compliqué, c'est l'accès et la surcharge pour les médecins français. Ils sont tellement surchargés de... Enfin, c'est normal, n'importe qui aurait cette charge de travail deviendrait un petit peu irritable, parfois agressif. C'est un peu maltraitant contre soi, si tu veux. Donc, moi, je fais pas du tout de reproches à mes collègues. C'est vrai, c'est les circonstances dans lesquelles ils exercent qui sont pas bonnes. Mais quand je dis mes collègues, c'est aussi tout le secteur paramédical, les infirmières. Voilà, quand on est tout le temps tiraillé à devoir faire plus avec moins, ben, on peut pas y arriver. Et est-ce qu'il y a un truc que le Luxembourg devra apprendre de la France? Non. Par rapport à la médecine, Oui. seul, je trouve que le seul domaine dans lequel le Luxembourg est un peu en retard, c'est peut-être en gynécologie au Luxembourg. Alors là, ça vient de changer, mais par exemple, pendant longtemps, la pilule contraceptive n'était pas remboursée si tu avais plus de 27 ans. Il y avait comme ça des choses un peu à l'ancienne. Mais le Luxembourg est un pays très pragmatique. Donc, quand ils voient qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faut changer, en général, ils mettent les moyens derrière pour le faire. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps, en ce moment, un truc dont se plaignent beaucoup les médecins luxembourgeois, enfin, qui exercent au Luxembourg, c'est que l'accès à la radiologie, pour l'instant, tout passe par l'hôpital au Luxembourg. Donc ça, pareil, je pense que ça sera amené à changer dans le futur. Mais voilà. Mais encore une fois, c'est un pays pragmatique, donc et les décisions sont prises assez rapidement. Donc je n'ai pas de crainte qu'ils corrigeront les choses à corriger. C'est quoi concrètement une journée type de médecin de travail au Luxembourg? Eh bien, je pense qu'elle n'est pas très différente d'un médecin en France. On fait, c'est plutôt dans une semaine, on va faire toute une partie de consultation avec des gens qui, pour leur suivi médical et en tant que salariés, et aussi toutes leurs demandes, quand ils ont des soucis de santé particuliers, qu'il faut gérer certaines... au Luxembourg, ça s'appelle le reclassement, des process où on peut... qui visent à maintenir les gens dans l'emploi malgré certaines maladies. Après, on a aussi quand même tout le volet entreprise. On passe quand même pas mal de temps dans les entreprises à rencontrer tous les travailleurs qui sont autour de l'hygiène et la santé au travail et aussi les ressources humaines. C'est nos principaux interlocuteurs. C'est quoi les problèmes de santé les plus fréquents que tu rencontres? Alors moi, à l'heure actuelle, je suis médecin du travail dans le secteur financier, pour le secteur financier et assurantiel. Donc, on est sur des métiers du tertiaire, donc on a énormément de maladies liées aux risques psychosociaux. Donc, en gros, burn-out, dépression, T'as déjà eu un angoisse. burn-out? Très peu. En tout cas, il ne s'exprime pas de la même façon, c'est moins sévère la symptomatologie en général. Ok. Ouais. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui viennent te voir juste pour cocher la case? Cocher la case de quoi? Bah, ils viennent te voir parce qu'on est obligé d'aller voir un médecin de travail. Ça, il n'y a pas le choix, ça c'est la loi, on est obligé d'avoir un suivi. Et Mais comme des fois, les médecins traitants, ils voient aussi des gens qui n'ont rien et à qui qui n'ont pas de symptômes particuliers et à qui ils font le bilan annuel et tout va bien et tant mieux. On est à la base, la médecine du travail, c'est quand même une médecine de prévention, c'est pour t'empêcher de développer une maladie professionnelle. Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour cocher la case? Oui, oui, il y en a, enfin, je ne pourrais pas te dire de statistiques, mais bien sûr, ça fait partie intégrante du métier. Hein. Ok. Il y a des gens, mais là encore, il y a souvent, encore une fois, l'objectif de ces visites-là, pour eux, dans leur tête, c'est, voilà, ils sont obligés d'y aller, ils cochent la case, mais nous, c'est justement pouvoir faire passer des messages de prévention. D'accord. Et inversement, est-ce qu'il y en a qui arrivent vraiment au bout du rouleau? Ah oui, plein. Ok. Non, je vois des gens, d'ailleurs, moi sur mon bureau, j'ai une boîte de mouchoirs. Ah bah, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un en larmes dans ton bureau? Tous les jours. Tous les jours. Ok. Ouais, mon ancienne... tu finis pas toi en larmes quand tu vois quelqu'un pleurer. Enfin, moi, je sais que quand je vois quelqu'un pleurer, je pleure peu Non, importe mais la oui, raison. mais ça, moi je suis docteur. Ouais, mais j'y arrive Je suis pas. docteur, j'ai quand même l'habitude de gérer le malheur. Ouais. Attends, en chirurgie cardiaque, j'ai quand même dû annoncer des TC plus d'une fois. Et voilà, il y a des choses,
entre guillemets, la gestion du malheur, même au sein d'une équipe, quand tu perds un patient, etc. Ça, c'est là où quand même le chirurgien, en tout cas dans son équipe directe, hein, c'est c'est pareil pour le cardiologue, pour l'oncologue, etc. C'est quand même toi un petit peu qui essaye de tenir le bateau, quoi. Parce qu'il y a quand même toujours des histoires tristes. Des fois, alors moi, j'ai cette très fâcheuse habitude d'adorer raconter mes histoires tristes aux autres parce que c'est pour moi un moyen de les évacuer. J'essaye de me limiter parce que je sais que pour les autres, c'est pas forcément très agréable d'entendre encore des problèmes. Mais ouais, bien sûr, moi, je vois tous les jours des gens. C'est pour ça, quand j'aime pas le discours, oui, les gens s'inventent des maladies pour pas aller travailler. Il y en a, c'est Il y a vrai. de tout, de toute Ah, j'en façon, ai dans vu, ce monde. mais c'est pas la majorité des gens que je vois. C'est tellement loin de la majorité des gens que je vois. Donc, ouais, comme quoi il y a beaucoup d'a priori. Et pareil pour le burn-out, hein, j'entends que c'est pas une vraie maladie. Quand je vois dans quel état ils sont, les gens. Si, c'est une vraie Voilà. maladie. J'ai un ami qui a fait un burn-out et c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Et c'est quoi la situation la plus dure que tu as eu à gérer? En médecine du travail, je pense que la situation la plus dure à gérer, alors il y en a plein, hein, mais les choses très difficiles, c'est les cas de harcèlement. Où les gens viennent et clairement, on dit oui, effectivement, vous êtes harcelé. Là, en termes de ce qu'on peut faire, on est quand même limité. Et c'est dur Il y a à un prouver. problème. Oui, mais nous, on n'est pas là pour prouver. Oui, On est là déjà pour conseiller les gens, parce qu'ils attendent ça, du conseil et de l'écoute, d'abord de l'écoute. Du conseil, pas dans le sens, on n'est pas avocat, mais par exemple, des fois, on leur dit, peut-être que là, il faut aller voir un avocat, peut-être que là, on est plus dans du... Enfin, il y a quand même un cadre légal aux questions de harcèlement, donc on peut les orienter. Et puis, surtout, on est là pour les soutenir. Et c'est vrai que ça, c'est des fois des démarches... c'est terrible, et harcèlement, même... moi, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps d'harcèlement sexuel. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est vraiment des cas compliqués. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui faisaient semblant d'être malades? Ouais. C'est vrai? J'en ai pas eu beaucoup, mais en fait, c'était à mes tout débuts, parce que moi, venant de la chirurgie cardiaque, tu te doutes que moi, je voyais que des gens très malades. Hein. Voilà, genre mourants, quoi. Donc, je l'ai pas vu venir qui me pipotait, celui-là. Mais vraiment, c'était un petit jeune de 28 ans. Et alors, c'était... Il est déjà fatigué du monde du travail. Non, alors lui, mais c'est ça, c'est dans mon précédent job. Avant, j'étais dans le milieu de l'industrie. Et donc, il était logisticien. Et il me dit, voilà, je me suis fait opérer. Alors, c'est vrai, il s'était fait opérer du genou. Et soi-disant, il boitait encore, il avait mal. Dès que je l'examinais, il hurlait. Alors, un genou douloureux, normalement, tu peux pas trop l'examiner. Si tu peux faire des choses, tu peux aggraver la chose, quoi. Donc, t'es là, d'accord. Il boite et tout. Bon, d'accord. Et puis, je dis, ok, je vais réfléchir, on va réadapter votre travail, etc. J'appelle son patron qui me passe en savon en mode, oui, il se fout de vous, tatati, c'est pas vrai. Moi, je l'ai vu, je sais pas quoi, dans la rue, enfin, tu vois, en mode, c'est pas vrai, c'est un tir au flanc, etc., etc. Et moi, c'est la première fois que, tu vois, j'étais face à cette situation-là. Et je l'avais reconvoqué, je crois, 1 mois plus tard. Et j'en avais parlé à mon chef. Et il me dit, mais tu sais, regarde comment il arrive à travers la fenêtre. Alors, j'avais un peu épié. Et effectivement, le gars marchait totalement nickel. Et puis, dès qu'il a monté l'ascenseur, qu'il a passé la porte d'entrée, il s'est mis à boiter. J'étais là. Mais il m'a dit, non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est parce qu'en sortant de ma voiture, c'est bon, j'avais pas encore de douleur. Enfin, et ironie du sort, et alors là, je me suis dit, vraiment, tu me prends pour une imbécile. Il était en reconversion professionnelle pour devenir, roulement de tambour, coach sportif. Ah oui, d'accord, ok. Alors je dis, comment vous allez faire? Alors j'avais un peu poussé le truc, j'avais dit, comment vous allez faire coach sportif si vous avez mal au genou? Il me dit, non, mais moi je resterai sur le bord du terrain et je les encouragerai. Je dis, ouais, d'accord, vraiment tu me prends pour une imbécile. Mais il avait tenu son mensonge jusqu'au bout. Voilà, au final, il n'a pas eu ce qu'il voulait de moi, qui était en gros de le reclasser vers un métier plus tranquille. Enfin voilà. Mais ouais. Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à retourner travailler? Alors moi, je donne pas d'arrêt de travail. Hein. En médecine du travail, on n'a pas le droit. Ça, c'est les médecins traitants qui sont dans le soin qui donnent des arrêts de travail. Mais moi, je pensais que les médecins de travail pouvaient dire non, ça, c'est le contrôle médical au Luxembourg. D'accord. Okay. C'est le contrôle médical qui peut dire maintenant, stop l'arrêt de travail, il faut y retourner. Et nous, en fait, on gère justement, quand ils ont dit stop, par exemple, et que les gens ne sont pas en état, nous, on gère ce genre de situation. Okay. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est un moment, là, vous allez bien...
Il n'y a pas de raison. Des fois, il y a des gens qui viennent avec des demandes d'adaptation. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, ça m'a beaucoup fait rire. Une dame qui est venue me dire, bon, après, je sais qu'elle travaille dans un environnement stressant, dans un milieu financier, c'était compliqué, hein, voilà. Après, elle gagnait très très bien sa vie, voilà. Il faut aussi tout mettre en perspective. Mhm. Et la dame me dit, ouais, mais je me sens fatiguée, donc j'aimerais que vous dites à mon employeur que je veux travailler donc 100% de mon temps, donc mes 40 heures semaine, mais par contre, je veux que la moitié de ma charge de travail. Ah, j'ai regardé, je dis, ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Ouais, mais docteur, quand même, je suis fatiguée. Ouais, non, mais d'accord, mais dans ce cas, réduis ton temps de travail. Mais, Bah oui. ouais, non, mais des fois, on a des trucs ubuesques. Hein. J'ai eu une dame, une jeune de 30 ans qui avait mal au dos. Alors, il n'y avait pas de pathologie sous-jacente prouvée. Elle avait été beaucoup d'examens. Voilà, il n'y avait rien de tangible en dessous, mais bon, voilà, elle était visiblement en souffrance. Et elle voulait travailler maximum 2 heures par jour. Et de préférence en position allongée. Mais attends, c'est quoi comme travail? Ben, elle travaillait plus depuis des mois, hein, parce qu'elle avait mal au dos. Mais à un moment, bah oui, mais bon, ce qui est possible, et c'est irréaliste. Il n'y a aucun métier où tu peux travailler 2 heures par jour allongée, quoi. Oui. Ah, mais, Elle était sortie vraiment pas contente de mon bureau. tu dois pas être tout le temps aimé, mais bon, après. Ça va, je suis quand même. Attends, tu me fais une réputation. Non, je suis quand même normalement. Non, mais pour ces gens-là, du coup. Bah ouais, je dis rarement non. En fait, je suis assez plutôt cool. Par contre, quand j'ai vraiment l'impression que t'abuses, là, par contre, le non, il va être ferme. Ah, ok. C'est ça, en fait. C'est qu'à un moment, cette dame, en l'occurrence, avait vu beaucoup d'anciens de mes collègues qui, entre-temps, étaient partis dans d'autres entreprises et qui avaient jamais dit oui ni non, tu vois. Donc, on verra la prochaine fois, ramenez-moi ci. Puis, comme ça, la décision, elle se prend pas. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu une fois, je fais non, mais stop, en fait, ça c'est pas possible. Donc, des fois, oui, je ramène, comme je dis, je ressens l'église au milieu du village. Mais par contre, quand je vois aussi des gens extrêmement malades, là, franchement, je me bats pour eux. Hein. Là, là, je sais que je peux aller beaucoup plus loin dans les formalités que certains de mes collègues. Mais, voilà. Et est-ce que tu as déjà dû dire à quelqu'un, vous ne pouvez plus faire ce métier? Oui. Mais les gens le savent. Ah, okay. Les gens en général le savent. Alors, pas dans le milieu de la finance, hein, parce que, bon, c'est des employés de bureau, donc physiquement, c'est pas des métiers à risque. Mais là où j'étais avant, je travaillais dans j'allais dans une usine où il y avait un produit très allergisant dans l'air. Et donc, il y avait des fois des gens qui devenaient allergiques à ce produit. On ne peut pas savoir d'avance qui va l'être, qui ne va pas l'être. Hein. Et là, il n'y a pas d'autre chose à faire. Si à chaque fois que tu vas travailler, tu as une crise d'asthme, que tu fais 15 crises par semaine d'asthme, c'est entre guillemets, c'est même pas reconnu en maladie professionnelle parce que une fois que sors de cet environnement-là, t'es pas malade en fait. Mais donc je peux pas te laisser travailler dans un environnement qui te rend malade. Mais du coup, comment ça se passe? Il doit démissionner? Non, du coup, on a ce qu'on appelle le reclassement, c'est une procédure où il y a 2 possibilités, où les gens restent travailler au sein de l'entreprise et on adapte leurs horaires de travail, mais il n'y a pas de perte de salaire pour ces gens-là. Enfin, il n'y a jamais de perte de salaire. Donc il n'y a pas de perte de salaire. Donc par exemple, tu sors d'un cancer, tu es encore très fatigué, tu as de l'immunothérapie, c'est un traitement ou d'une sclérose en plaques, tu as des traitements qui te fatiguent énormément, tu peux plus faire tes 40 heures semaine. Ben moi, je peux dire, ok, il va faire que, je sais pas, moi, 32 heures semaine, mais par contre, tu touches l'intégralité de ton salaire. D'accord. Okay. Donc bon, il y a une commission, enfin, c'est tout un processus, mais et ça, on le fait en général dans ces cas-là, même quand les gens ont une éviction absolue du lieu de travail, ils peuvent être rattachés, si tu veux, au chômage, qui au Luxembourg s'appelle l'ADEME, c'est l'administration pour l'emploi, mais ils touchent quand même s'ils sont frontaliers, même s'ils ne vivent pas au Luxembourg, un équivalent de leur salaire. Bon, c'est pas exactement le même montant, mais très très proche. Comme ça, donc non. Bah justement, si c'est pour des raisons médicales, c'est pour ça qu'on voit en fait beaucoup de gens pour décider si. Et en général, franchement, les gens qui le demandent. Encore une fois, j'ai eu, je pense, 2-3 cas où vraiment il n'y avait aucune raison médicale valide, mais tous les autres, ils ont des vraies raisons médicales. Okay. C'est quoi les problèmes de santé au travail typiques au Luxembourg? Burn-out, douleur physique, stress? Ça dépend de ton milieu, de quel milieu professionnel tu parles. Avant, j'étais dans l'industrie et le bâtiment.
Là, j'avais des gens qui avaient des dos en compote et des genoux à bout, quoi. Et on leur dit de travailler Voilà. jusqu'à 65 ans. Et, et eux, je les reclassais. J'ai jamais, quand je travaillais 4 ans là-bas, j'ai jamais vu de burn-out. C'est pas des populations qui ont ce genre de maladie, tu vois. Ils ont des maladies plus physiques. J'ai vu des asthmes, j'ai vu des gens, voilà, des complications respiratoires sur des maladies professionnelles, des choses comme ça, mais pas de burn-out. Et par contre, en secteur financier, voilà, c'est plutôt tout ce qui est burn-out, enfin, tout ce qui est lié aux maladies de stress. Ok. T'as déjà vu des carrières brisées à cause du boulot? Je pense que les carrières qui se brisent à cause du boulot, c'est les cas de harcèlement. Parce que même un burn-out, en fait, dans un burn-out, il y a une partie liée à tes circonstances de travail, aux risques psychosociaux, mais il y a aussi une partie liée à l'individu. Euh, donc, je dirais pas que tu es forcément brisé à cause du travail, c'est que en fait, tu réalises que peut-être là où tu t'es engagé, à un moment, ça correspond pas avec tes propres valeurs ou tes propres besoins, mais tu n'arrives pas à intellectualiser ça, donc tu vis le stress. Euh, Tu vois, j'avais un ancien chirurgien qui dit, alors pas dans le cas enfin particulièrement du burn-out, mais il appelait ça les erreurs de casting. Lui, il n'aurait pas dû faire ça, quoi. Mais, parce qu'en chirurgie, c'est assez typique. Il y a des profils qui ne peuvent pas être chirurgiens, même s'ils aimeraient. Mais, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est plutôt ça. Maintenant, les carrières réellement brisées, c'est c'est pas, c'est souvent la maladie qui les brise. Si c'est professionnel, c'est plutôt des problèmes de harcèlement. Mais encore, si c'est bien suivi, si les gens ont le soutien qu'il leur faut, ils changent d'entreprise, ils peuvent reconstruire une carrière ailleurs. C'est la maladie. Par contre, oui, là j'avais vu un gars, c'était un maçon, il a fait un équivalent de sclérose en plaques, il pouvait quasi plus bouger. Oui, là ta carrière elle est brisée, mais c'est la maladie qui te la brise. Ça doit être dur. C'est très dur. Et comment tu gères émotionnellement tout ça? De voir les malheurs un peu. Moi, j'arrive à beaucoup plus me détacher maintenant que je suis médecin du travail, mais je ne suis pas du tout allée avec la même idée. C'était bien mon problème en chirurgie cardiaque, je n'arrivais pas à me détacher. Je pouvais me refaire les blocs dans ma tête sans arrêt, me dire là, j'ai répondu comme ça au téléphone la nuit d'astreinte, peut-être j'aurais dû dire ça, même s'il y avait zéro conséquence. Je vivais toujours dans le doute de ce que de ce que j'avais fait, est-ce que j'avais pris la bonne décision. Là, ça c'est pas, enfin, les malheurs me touchaient énormément. En plus, à l'époque, je faisais aussi pas mal de congénital, donc je faisais des bébés. Donc vraiment, je me suis pas simplifié la vie. Ça me touchait énormément. En médecine du travail, j'y vais moins avec l'idée que je vais sauver les gens et que ça dépend de moi. J'ai plus cette idée-là. Donc, j'arrive à absorber. C'est un peu comme un psychologue. Tu, tu l'écoutes, mais tu peux avoir de l'empathie, mais ça te concerne pas non plus, c'est pas toi. Ouais. Tu vois, donc j'ai une relation beaucoup plus saine, une distance beaucoup plus saine avec mon travail maintenant. C'est quoi la phrase que tu entends le plus souvent dans ton bureau? En fait, ce que je constate le plus souvent, c'est des gens qui vont me dire qu'ils vont pas bien, mais ils me parlent en fait que de micro-événements au travail. Et quand je leur dis oui, mais pourquoi vous leur dites pas non, ou pourquoi vous posez pas de limites, ou tout simplement, est-ce que vous en avez déjà parlé? C'est toujours non. Ils le disent pas, les gens. Et en fait, ils espèrent, je sais pas si c'est de l'espoir, enfin, en tout cas, ils pensent que les autres vont le remarquer, qu'ils ont une surcharge de travail, que ça va pas, et ça n'arrive pas. Donc, ce qui, en plus, leur fait mal au cœur quelque part, parce que on reconnaît pas leur état de souffrance. Donc ça, c'est franchement et moi, je passe ma vie à leur dire, mais faut le dire, c'est pas forcément que ça marche à tous les coups et que vous aurez un bon retour, mais ce qui est sûr, c'est que si vous le dites pas, personne peut le deviner. Les gens se confient à toi? Ah oui. Oui. Bah, je pose des questions, il faut comprendre les situations, hein. Bien sûr, ouais. T'as déjà eu un salarié qui t'a dit quelque chose de choquant pour toi? Ah oui, oui, oui. Plein de fois.
Et est-ce qu'il y a des trucs qui te mettent encore en colère dans ton métier? Ah ouais, mais moi, je suis une colérique de base. On est deux alors. Non, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi en fait, cette reconversion, pour moi, elle m'a beaucoup aidé à comprendre qui j'étais. Et en fait, je suis quelqu'un qui a une valeur, donc, comme je t'ai dit, liberté, autonomie, famille très forte, et aussi une valeur. Et j'ai quand même une valeur travail très forte aussi. Hein, c'est une de mes valeurs corps. Et j'en ai une dernière, c'est la justice. Et donc moi, mais ça c'est depuis que je suis enfant. J'ai toujours été comme ça. Les trucs que je trouve injustes m'ont toujours beaucoup énervé. Je travaille là-dessus parce que, comme dit mon mari, life is not fair. Don't you know? Donc oui, je sais que la vie n'est pas censée être juste, mais il y a quand même des fois des choses, surtout dans des trucs qui pourraient être facilement évitables ou évités, ça a tendance encore à... Et que ce soit au sein de là où je travaille, ou que ce soit dans les histoires que me racontent les salariés, où là j'en ai non, ça faut le dire, là, c'est pas acceptable. Tu as déjà eu un patron qui t'a mis la pression pour un avis? Non. Alors, j'ai déjà eu des entreprises qui m'ont contacté parce que... Mais ils sont pas bêtes, hein, ils sont habitués, ils savent ce qu'ils peuvent demander, pas demander. On sait ce que nous, on peut partager, pas partager. Des fois, le problème est très connu, donc là, c'est simple, on peut en parler puisque le salarié a déjà fait le choix de le dire. Mais j'ai des fois eu des conseils, des entreprises qui m'ont demandé conseil, et des fois, j'ai quand même déjà dû dire, ça m'est arrivé de dire, attention, là, le salarié, effectivement, le problème médical n'est pas si conséquent que ça, quoi. D'accord. Mais souvent, je dis l'inverse. Hein. Je rassure les gens. Non, mais 99% des temps, je dis non, là, des fois, je leur dis, là, non. Là, il y a une vraie maladie en dessous. C'est sérieux. Il prend des traitements lourds. Donnez-lui un peu de temps. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton parcours? Oh, rien. Non, alors, si. La seule chose, des fois, pourquoi des fois, je parle de mon parcours aux gens, parce que, en fait, ce que je leur dis, c'est que peu importe le métier que tu fasses, et peu importe ce que tu as dû faire pour en arriver là, moi en l'occurrence, j'ai quand même fait 16 ans d'études. Hein. C'était un parcours dur quand même, on n'a pas trop parlé, mais le parcours pour être chirurgien cardiaque, il y a quand même beaucoup de difficultés. En plus, moi j'ai eu des jumelles, donc voilà, ça n'a pas aidé. Mais je leur dis... C'est trop mignon des jumelles. Oui, certes. J'adore mes filles, mais quand même. Mais non, ce que je leur dis, ce que j'essaye de leur dire, c'est que quand tu sais que c'est pas bien là où tu travailles, que tu te sens pas bien là où En fait, pour moi, mon message principal, c'est le travail, ça doit pas te faire souffrir. Voilà, c'est tout simple. Le travail, ça doit pas te faire souffrir. Alors, tu peux souffrir parce qu'il y a un truc momentané dans ton travail qui va pas, un nouveau manager, une évaluation qui s'est pas bien passée. Il peut y avoir des événements comme ça, ponctuels, qui font que ça te draine et tu n'y arrives plus. Mais souvent, c'est plus profond. Et à un moment, il faut pas avoir peur du changement. Et ça, c'est une phrase, tu m'as demandé une phrase que je déteste entendre. Pauvres gens. C'est quand les gens me disent, oui, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Bah si, des fois, elle l'est, quoi. En fait, si. Alors, pas toujours, mais ça, pour moi, c'est une phrase pour éviter le changement, pour se maintenir dans sa position d'inconfort, mais au moins, on la connaît. Et si les gens devaient retenir une seule chose de mon parcours, c'est que des fois, arrêtez de réfléchir et juste essayez. Et au pire du pire, c'est pas grave, vous revenez en arrière, vous retournez travailler dans ce que vous avez toujours connu. Je vais te citer, si tu me permets, je vais te citer quelques exemples de reconversion. Donc moi, dans mon entourage, j'ai ma meilleure amie qui avait fait une très grande école de commerce, une brillante carrière, voilà, dans le milieu de la finance, et qui est devenue institut de maternelle du jour au lendemain. Enfin, pour moi, ça, je savais pas que c'est ce que... Enfin, ça a eu l'air d'être du jour au lendemain, et elle l'a très bien vécu, et elle est hyper ravie. Et une autre reconversion, ça c'est une que j'ai eue quand j'étais dans l'industrie, et elle est luxembourgeoise. Et je reçois ce monsieur, donc à l'époque, c'était pour des ouvriers qui travaillaient à la chaîne, hein, donc c'est pas le métier le plus glamour et le plus simple. Enfin, c'est physique, c'est dur, c'est des horaires décalés, c'est pas simple hein, comme métier. Ils ont toute ma bienveillance, parce que vraiment, chapeau, messieurs ou mesdames, c'est pas facile. Et je voyais bien qu'il n'avait pas, on va dire, l'attitude des ouvriers habituels, on va dire.
Donc, je lui ai dit, mais vous faisiez quoi avant? Et il me dit, j'étais comptable dans un Big Four, tu vois. Je dis, oh, sacré changement quand même, hein, Oui, c'est sûr. à ouvrier, on peut poster. Mm. Et il me dit, mais je revis. Je revis parce que déjà, j'ai des horaires décalés, donc avec les bouchons au Luxembourg, ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça, c'est top. Je gagne finalement plutôt correctement ma vie parce que le travail de poster en Luxembourg, c'est quand même plutôt bien payé. Et je badge, je sors de là, je pense plus à rien, je vis ma deuxième vie. Mm. Et sur le coup, j'ai trouvé ça intéressant et j'avais trouvé ça hyper courageux à 30 ans parce qu'encore une fois, c'est pareil, hein, c'est aussi parce qu'on représente pour les gens, les études qu'on a faites, c'est pas évident de changer, mais n'ayez pas peur. Voilà. Eh ben, merci. Bah, de rien. C'était un plaisir de discuter avec toi et d'échanger autour de ces sujets. Bah, plaisir partagé, j'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi, vous avez beaucoup appris. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Deezer, Spotify, bref, toutes les plateformes. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et puis, je vous dis à très vite.